conséquence de l'embargo US. Disposant seulement de 18 mois de réserve, la machine de guerre japonaise envahit l'Indonésie hollandaise le 11 janvier, une zone pétrolifère importante. Une force rassemblant des Américains, des Anglais, des Hollandais et des Australiens, sous le commandement du général Wavell, fut créée pour protéger les îles qui formaient une chaîne au nord-ouest avec Sumatra et qui se prolongeait vers le sud et l'est avec Java, Bali, Flores et Timor, cette dernière se trouvant à quelques 800 km des côtes de Darwin, en Australie. Lorsque le général Wavell en prit le commandement, les perspectives n'étaient pas bonnes du tout. Les forces hollandaises étaient éparpillées à travers les îles dans de petites garnisons. Le soutien aérien était pauvre, il n'y avait aucun porte-avions pour assurer le soutien naval. Les Japonais attaquèrent le sud de Sumatra le 13 février avec 700 parachutistes. Java était également directement menacée. Sur ordre de Churchill, Wavell partit pour l'Inde. Il laissait les forces hollandaises sous le commandement de l'amiral hollandais Helfrich, 3 bataillons australiens, un escadron de chars anglais et 5 escadrons de la RAF. Ensemble, ils engagèrent les Japonais dans ce qui est devenu la bataille de la mer de Java. C'était une action courageuse, mais qui ne parvint pas à stopper les Japonais. Le temps que les forces d'invasion japonaises débarquent, la marine alliée à Java avait fini d'exister. Sans couverture aérienne ni soutien naval, la résistance au sol fut courte. L'amiral Helfrich se rendit le 8 mars. Simultanément, les forces impériales japonaises progressaient à travers la jungle de Malaisie en direction de l'objectif prioritaire que constituait Singapour. Les Anglais y étaient implantés depuis 1819 lorsque Sir Thomas Stamford Bigley Raffles y avait fondé un comptoir commercial. Ce devint sans tarder un poste avancé britannique important et le développement rapide de Singapour et de la British East India Company incita les Britanniques à y rester. En 1824, le statut de Singapour comme possession britannique fut scellé par un accord anglo-hollandais qui divisait l'archipel malais entre 2 puissances coloniales. Les Anglais contrôlaient la zone au nord du détroit de Malacca, dont Penang, Malacca et Singapour, tandis que les zones au sud étaient attribuées aux Hollandais. Les Britanniques avaient aussi des intérêts en Malaisie, au nord de l'île de Singapour. C'était devenu une source importante de caoutchouc et d'étain. Vers 1910, l'application des lois britanniques sur les territoires malais fut établie. Les territoires du détroit devenaient colonies de la couronne, dirigées par un gouverneur sous la supervision du Bureau des Affaires coloniales à Londres. Tous les habitants, dont plus de 50% de Chinois, devenaient des sujets britanniques, sans considération de race ou d'origine. Ils faisaient désormais face à l'invasion japonaise. En 1940, comme premier lord de l'amirauté, Winston Churchill avait été responsable de la défense de Singapour. Il était convaincu que si l'île devait être attaquée, ce serait par la mer. Il informa ses collègues du cabinet que Singapour est une forteresse armée avec 5 canons de 15 pouces et dotée d'une garnison de 20 000 hommes et ne pourrait être pris qu'après un siège mené par une armée d'au moins 50 000 soldats. Un peu plus loin, il faisait remarquer que Singapour était aussi éloigné du Japon que New York l'était de Southampton. Il pensait qu'il était impossible de soutenir les soldats et de les approvisionner en munitions à une telle distance. Pour lui, il était impensable que les Japonais, qu'il décrivait comme un peuple prudent, puissent étendre leur emprise au-delà de la mer Jaune et de la Chine qu'ils occupaient déjà. Sûrement, ils ne s'embarqueraient pas dans une entreprise aussi risquée si loin de chez eux. Churchill avait tort. Churchill déploya 2 navires de guerre, le HMS Prince of Wales et le HMS Ripples. Le HMS Prince of Wales était un cuirassé de la classe King George V. Le Prince of Wales avait eu jusque-là une courte mais active carrière, ayant participé aux opérations contre le Bismarck
et ayant transporté Churchill jusqu'à la conférence de Terre-Neuve. Le HMS Repulse était un croiseur de combat de la classe Renaud, l'avant-dernier navire de ce type construit. Il avait également participé à la chasse au Bismarck. L'Amirauté avait prévu qu'un porte-avions les accompagnerait, mais cette décision ne fut jamais concrétisée. Le HMS Repulse quitta Singapour en compagnie du HMS Prince of Wales et de 4 destroyers pour tenter d'intercepter les convois japonais qui fonçaient vers la Malaisie. Mais cette chasse aux envahisseurs ne fut pas couronnée de succès et les navires reprirent la direction du sud. C'est à ce moment que les avions japonais entrèrent en action. La flotte fut attaquée par 86 appareils. Sans la protection d'un porte-avions, les navires étaient vulnérables. Cette force navale que les Britanniques pensaient être une dissuasion insubmersible fut coulée, laissant les côtes de la Malaisie sans défense. Le général Yamashita était alors libre de progresser. Son assaut contre Singapour allait être effectué par la Malaisie, alors que les Britanniques avaient tardé à envoyer des troupes vers le nord depuis Singapour. Constat évident, la Malaisie était mal défendue. La première opposition que les Japonais rencontrèrent fut celle du 3e corps de l'armée indienne qui défendait la côte. Ils furent rapidement isolés et forcés de se rendre. Parce que la 25e armée japonaise était numériquement inférieure aux Alliés, le général Yamashita concentra ses forces. Il disposait de 30 000 hommes alors que les Alliés en avaient 100 000 de plus. Mais en dépit de cette infériorité, les Japonais frappèrent fort. Le 14 janvier, une compagnie d'Australiens montèrent une embuscade contre des troupes cyclistes japonaises qui profitaient d'une brèche dans les défenses pour se diriger vers le pont de la rivière Sonjei-Jemenche. En dépit des lourdes pertes infligées aux Japonais pendant l'accrochage, les Australiens furent forcés de se retirer. Les Alliés étaient désemparés quand les Japonais quittaient les routes pour s'infiltrer à travers la jungle. La jungle aurait dû les ralentir, mais eux n'utilisaient pas de camions, ils marchaient ou utilisaient des bicyclettes. Les forces japonaises étaient plus efficaces dans le soutien aérien, la coordination, les tactiques et l'expérience. Les Anglais avaient largement sous-estimé les capacités militaires de leur adversaire. À Bornéo, en Malaisie, à Singapour, les pilotes mal entraînés et leurs avions dépassés ne pouvaient concurrencer l'aviation japonaise. Leurs avions de chasse, en particulier le Mitsubishi A6M-0, étaient l'arme principale de cette supériorité aérienne.